sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio Delta. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Delta, bienvenue à notre émission de début de saison. Nous sommes tous autour de la table pour vous accueillir pour cette nouvelle année de Radio Delta avec 1, 2, 3 Soleil. Nous sommes bien le vendredi 28 septembre, il est 20h. Je dis bien le vendredi 28 septembre parce qu'on nous accuse quelquefois de faire du différé. Non, nous sommes en direct. Nous sommes en direct de notre studio, de nos studios éphémères parisiens. Alors ce soir, nous allons avoir notre première émission de l'année. Nous sommes tous autour de la table et nous allons parler du rite de Memphis-Misraïm. Mais avant ça, j'ai quelques petites recommandations à faire à tous nos invités, à tous ceux qui nous écoutent. D'abord, à Radio Delta, toutes les personnes parlent en leur nom propre. Personne ici ne parle au nom d'une obédience, même pas ceux ou celles qui ont eu des fonctions, même les plus illustres, au sein d'une obédience, par exemple féminine, n'est-ce pas, Marie-Françoise? Alors chacun parle ici à son nom propre, chacun évidemment a une appartenance maçonnique, ou pas d'ailleurs, parce qu'autour de la table ici, il y a aussi des personnes qui sont pas du tout francs-maçons ou francs-maçonnes, n'est-ce pas Fanny? Et donc, n'est-ce pas Bénédicte? Et donc peut-être qu'elles auront toutes les deux des questions à nous poser, on va donc les appeler nos profanes du jour, nos profanes de la soirée, ou peut-être pas. Et bien sûr, cette émission de 1, 2, 3 Soleil est accessible à tous, profanes, francs-maçons, francs-maçonnes. Et voilà. Donc, nous sommes toujours en direct de nos studios éphémères parisiens. Et nous voulions dédier cette émission à notre frère Pascal Philoé. Notre frère Pascal Philoé, peut-être certains le connaissent, ceux qui ont lu les informations récemment ou vu les informations. C'est notre frère employé d'une mairie qui s'est fait poignarder par une personne. Voilà, il est décédé sous les coups d'un déséquilibré, ou peut-être d'une personne qui voulait se venger. Enfin, on ne sait pas trop. En tout cas, on voulait lui dédier cette émission. Alors, c'est notre première émission de l'année, n'est-ce pas Marie-Françoise? Eh oui, c'est notre première émission, ça repart. Alors on est bronzé, oui, un peu, regarde, reposé, oui, c'est clair. On est plein d'énergie, donc voilà la joyeuse team de 1, 2, 3 Soleil que je vais vous présenter. Alors nous avons d'abord Marie-Pascale Schuller, bien sûr, toujours fidèle au poste. Bonsoir. Et vous allez nous parler de quoi dans votre chronique, Marie-Pascale? Moi, je vais faire des nanas chroniques égyptiennes. Alors nana anachronique ou nana chronique? On va voir ça tout de suite. Marie-Françoise, on ne vous présente plus? Si, un peu. Alors Marie-Françoise. Oui, parce qu'il y en a qui m'ont oublié. Grande maîtresse de Lily. C'est ça, hein? Ça commence comme ça. On vous a oublié déjà? Oui. Et là, vous allez nous faire une chronique, Marie-Françoise? Oh, peut-être pas une chronique. Enfin, vous avez plein de choses à dire, je crois. Oui, plein. Plein de choses à dire. Pascal, il n'est pas là. Pascal, il est où? Il n'est pas là. Alors, il y a Yann qui est là. Bonsoir. Bonsoir Yann, vous allez nous parler des pierres brutes. Tout à fait, on en Parce parle. que Radio Delta, depuis quelques temps, depuis un mois, s'est doté d'une nouvelle émission qui s'appelle Les pierres brutes. Et vous allez donc nous présenter votre émission et nous donner envie de l'écouter. Pour la prochaine, en tout cas, et en podcast pour celle qui est déjà passée, parce que je crois qu'on est au numéro, il y a eu le numéro 0, le numéro 1, et donc ce sera... Le numéro 2. Ah bah bien sûr, voilà. Et puis évidemment, Gilles à la technique. Bonsoir Philippe, bonsoir la foule. Bonsoir Gilles. Que se passe-t-il à la technique? Qu'y a-t-il de nouveau à la technique sur Radio Delta? Alors au niveau de la technique sur Radio Delta, cette année, nous avons tout un tas d'innovations. Par exemple, on a eu une panne pendant 1 heure, on n'a pas su si on allait pouvoir émettre ce soir, ce qui a été réparé entre-temps. Et puis plein d'autres choses, des duplex parfois, avec plein de surprises. Et puis tout à l'heure, nous allons avoir une chronique. Pas une chronique, mais le premier épisode d'une mini-série que Mitch, que nous avons reçu en avril, a tourné cet été. Alors Mitch, il faut le rappeler pour nos auditeurs, c'est l'auteur des Sexes électriques, son Mitch, roman. c'est l'auteur des Sexes électriques dont Jean-François nous avait fait une chronique. Voilà, et on l'avait reçu. Super bouquin, super bouquin. Voilà, Vraiment, donc, il faut nous l'avons reçu en avril. Avec Seb Musset. Avec Seb Musset, avec qui nous étions hier soir. Welcome Seb qui écoute l'émission ce soir. Je crois l'avoir vu en photo, effectivement. Tout à l'heure, lorsque le conducteur nous le dira, nous aurons le premier épisode de la mini-série La Petite Histoire
de Mitch Lotter, entièrement réalisé et mixé par Mitch himself. Donc c'est Mitch par lui-même et pour lui-même. Mitch par lui-même et pour nous-mêmes. Et pour nous. Et pour les auditeurs. Ils ont le droit d'écouter. Alors, nous avons également un invité prestigieux. Il s'appelle David Ledu. Alors, David Ledu, vous êtes secrétaire de l'association des amis, c'est long à dire, secrétaire de l'association des amis du musée de la franc-maçonnerie. Donc, il y a le musée de la franc-maçonnerie. Donc, c'est le musée qui est hébergé par le Grand Orient de France, exactement, le CADEC, c'est ça, qui est ouvert évidemment au public, à tout le monde. Et donc, il y a une association des amis, comme souvent dans les musées, il y a une association des amis qui sert à quoi d'ailleurs cette association ? Alors, le but de l'association des amis du musée, c'est promouvoir toutes les activités inhérentes au musée de la franc-maçonnerie, d'être présent aussi lors de manifestations, comme c'est le cas de la Nuit des musées, des Journées européennes du patrimoine, aussi au niveau du salon du livre maçonnique qui aura lieu le mois prochain. On sera aussi présent. Le 17 et 18, c'est ça ? Exactement. Mais qui n'a pas lieu au musée. Non, il n'y a pas lieu au musée, à la Bellevilloise. On en reparlera, je pense. On aura l'occasion d'en reparler à Radio Delta. Radio Delta sera là. Mais les associations d'amis de musée ont aussi dans leur fonction de trouver des sous pour permettre au musée d'acheter des belles pièces qui passent. Exactement. Et ça, c'est un rôle extrêmement important. Au mini-musée de la Grande Loge féminine de France, nous avons une association des amis du musée très efficace, grâce auquel on a pu avoir un certain nombre de jolies pièces. Oui, mais c'est aussi le cas de ce que l'on fait. L'avantage, d'une certaine façon, de l'association d'amis, c'est justement de pouvoir débloquer de l'argent très rapidement, quand des pièces passent, par exemple, en vente publique, et avoir l'argent, avoir les liquidités, pouvoir aller directement en vente publique, et puis pouvoir faire l'achat. Et puis, comme les associations d'amis de musée appartiennent en général à la Fédération nationale des associations d'amis de musée, qui elle-même est affiliée à la Fondation de France, eh bien, les cotisations des personnes qui deviennent amis de musée sont déductibles de leurs impôts. Exactement. Nous faisons effectivement partie de la Fédération française des sociétés d'amis de musée, qui regroupe une très grande partie des sociétés d'amis de musée, des associations d'amis de musée qui existent en France. Donc ça va de du petit musée de province jusqu'au grand musée, au musée moyen tel que le musée de la franc-maçonnerie. Donc on peut aussi parler du musée d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye, mais bon, on n'en parlera peut-être pas. Alors, donc, quand on pense musée de la franc-maçonnerie, je ne sais pas pourquoi, on pense toujours à Pierre Mollier. Alors, il fait quoi, Pierre Mollier, au musée de la franc-maçonnerie ? Pierre Mollier, c'est le jeune auteur là, qui vient juste de sortir un petit ouvrage. Oui, c'est ça, il en écrit à peu près un par mois. Il est presque autant que Pierrat, mais pas tant. C'est le directeur du service bibliothèque archives musée du Grand Orient de France, dont le musée de la franc-maçonnerie. Il s'occupe aussi avec nous de l'association des amis. Donc Ludovic Marcos, qui est décédé en début d'année, était le vice-président. Et donc c'est Ludovic aussi qui faisait beaucoup de choses pour l'association. Et Pierre, bien évidemment, fait énormément. Et si je ne me trompe pas, Ludovic est le co-auteur. Bel ouvrage sur les temples maçonniques. Un magnifique ouvrage illustré, absolument magnifique. Très bel ouvrage sur les temples maçonniques. Plus de 600 pages, 1200 photos. Ouais. Sélectionnées pour l'ouvrage de Ronan Loaec, sur 25 000 photos qui ont été prises, des photos des plus beaux temples maçonniques de France, des tout petits temples, comme par exemple un très très beau temple qui est le temple de Florac dans les Cévennes, qui a été fait dans une ancienne chapelle romane. Et où se réunit une loge de la Grande Loge féminine de France qui s'appelle Anna Arendt, et dont la présidente est une de mes amies de 30 ans. On a pu avoir dans cet ouvrage des temples du Géo, des temples de la Grande Loge de France, des temples de la Grande Loge féminine de France, et énormément de choses. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec des temples magnifiques, des tout petits temples qu'on ne soupçonnerait pas. Il y a par exemple sur les rives de Loire un tout petit temple troglodyte qui a été fait par un frère qui a fait lui-même son propre temple avec son propre cabinet de réflexion. Donc on a eu la chance d'avoir les photos dans cet ouvrage. Les grands temples, comme les deux grands temples de
la Grande Loge de France, qui sont absolument magnifiques. Le temple de La Rochelle, le plus ancien temple actuellement en France. Le Roussier, enfin le temple roussier de l'Arcadet, bien sûr, aussi. Napoléon III, je crois. C'est ça. Le temple de Nancy aussi, qui a été restauré il y a très peu de temps, et dont justement Ronan a pu faire les photos juste après la restauration. Et on a même des temples aussi un peu plus lointains, étant donné qu'on a les photos des temples de Fort-de-France, de certains temples aussi corses. Donc on a vraiment voulu, les auteurs ont vraiment voulu avoir une étendue assez importante de ces temples sur tout le territoire français. Les rites maçonniques, c'est un ensemble de règles que nous observons tous de notre plus entière volonté. Et les rites maçonniques des 3 premiers degrés sont conçus sur le même modèle. Il y a d'abord une période de vérification. Est-ce qu'il est l'heure de travailler? Quelle heure est-il? Est-ce que tous les gens qui sont là ont bien le droit d'être là? Enfin, il y a toute une série de vérifications. Quand on a vérifié que tout est bien, tous les gens qui sont là sont bien des francs-maçons, etc., du bon grade, alors on peut ouvrir les travaux. Ouvrir les travaux, ça veut dire écouter des planches présentées par les frères ou les sœurs, et puis ensuite contribuer au débat, etc., avant que l'oratrice ou l'orateur ne fasse une conclusion sur le travail présenté. Et avant de repartir, il y a la même série de vérifications qu'au début. On vérifie que, oui, on a bien vu tout ce qui était prévu, qu'on a bien travaillé, que les gens qui sont là sont contents, et en symétrique, on redescend vers les parvis profanes. Et cette séquence d'entrée nous permet de passer beaucoup plus facilement, mentalement, psychologiquement, du monde profane et de ses agitations, du boulot de la journée, du métro, de chercher une place pour sa voiture, est-ce que je sais, au cœur du travail de la loge. C'est une sorte de sas mental, psychologique, où on se remet vraiment en condition pour travailler. Et à la fin de ce travail, le rituel de sortie nous remet en condition pour, comme le dit un de nos rituels, continuer au dehors, l'œuvre commencée dans le temple. L'œuvre commencée dans le temple, c'est ce travail de réflexion. Et de réflexion en commun, puisqu'il y a eu toujours une phase où on a apporté sa pierre au débat. On repart plus riche qu'à l'arrivée sur la question... En principe. Oui, en principe, sauf si on a dormi. Et donc moi je vois vraiment le rite comme un garde-fou. On n'intervient pas comme au café du commerce, on ne prend la parole que d'une certaine manière, on ne s'engueule pas comme sur un plateau de télé, on respecte... Radio. Non, on ne s'engueule pas sur Radio Delta. Non, sur la télé. Et c'est extrêmement important parce que ça canalise les énergies et on est vraiment ici et maintenant dans un temps séparé pour un moment séparé. Alors, pour aller encore un peu plus loin que ce que vient très justement de préciser Marie-Françoise, quand on ouvre les travaux en loge, on crée un espace-temps sacré, on dit qu'il est sacré, et il est sacré non pas parce qu'il tombe du ciel, il est sacré parce qu'on décide qu'il est sacré. Absolument. Et c'est dans cet espace sacré qu'on va travailler à l'aide des symboles, à l'aide des mythes qui nous sont proposés par les différents rites. Et puis une fois qu'on quitte la loge, eh bien on va fermer cet espace sacré où on va le rompre. Enfin bon, il y a plusieurs vocabulaires qui existent et on va retourner chacun chez soi. Et lorsque la loge n'est pas ouverte ou elle vient d'être fermée, eh bien c'est juste un local avec des chaises et puis quelques éléments décoratifs, on va dire, qui n'ont plus aucune valeur. Ça, c'est important. Et puis, il y a une deuxième chose qu'il faut ajouter, parce que vous nous parlez, Marie-Françoise, de l'ouverture des travaux. Tu peux me tutoyer. Oui, mais on avait dit qu'on se vous voyait, c'est comme c'est France Culture, tu sais. Comme c'est la 3e saison, ils savent bien qu'on se dit tu. Mais oui, on se vous voit. Ouais. C'est bien le vouvoiement, moi j'aime bien le vouvoiement. Mais des fois, je me trompe un peu, en fait, c'est ça. Mais donc, il y a effectivement ce rituel d'ouverture des travaux à tous les degrés du rite et le rituel de fermeture des travaux à tous les degrés du rite, qui est en fait le pendant ouverture-fermeture. Et puis il y a aussi la cérémonie d'initiation
qui est quand même très importante, c'est-à-dire que quand on est initié dans une loge à un certain degré, on doit subir un certain nombre d'épreuves, ou en tout cas un certain nombre d'événements, qui sont des événements souvent très forts d'un point de vue symbolique, et qui vont nous permettre de passer d'un état à un autre, comme une cérémonie initiatique, je dirais classique. C'est pas classique. Non, pas tout à fait, parce que les cérémonies initiatiques primitives dont on parle souvent, c'était quand même des cérémonies liées au cycle hormonal. C'était pour montrer à un jeune qu'il passait de l'époque d'enfance à l'époque d'adulte, où il est capable de se reproduire et de nourrir une famille et d'entretenir une famille. Oui, mais en franc-maçonnerie, c'est pareil, c'est de montrer à un jeune qu'on devient vieux. Non, oui, mais enfin, c'est pas lié au fonctionnement hormonal, c'est pas lié à la puberté, par exemple, comme dans certaines cérémonies. Donc, sinon, un certain nombre d'entre nous n'auraient pas pu entrer en franc-maçonnerie. Et c'est quelque chose d'extrêmement différent. Mais on entend par rite une suite ordonnée d'événements qui se passent toujours de la même manière. Et pour ce qui est d'une initiation, c'est sûr qu'on ne va pas venir leur faire des choses terribles, leur brûler la plante des pieds, leur arracher les ongles des mains. C'est beaucoup plus subtil que ça. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que quel que soit le rite pratiqué, la cérémonie d'initiation est construite exactement sur la même trame. Ce qui change d'un rite à l'autre, c'est les phrases qu'on prononce, c'est la manière dont on présente les choses, mais c'est le même fond, la même trame. Moi, j'ai l'habitude de dire que nos rites maçonniques, ça me fait penser au Stabat Mater. Le Stabat Mater, c'est le poème religieux qui a été le plus mis en musique dans le monde. Mais que ce soit celui de Pergolèse, celui de Scarlatti ou celui de Vivaldi ou des plus modernes qui ont été écrits récemment, c'est toujours le même poème. Ce qui change, c'est le rythme et la musique. Eh bien, je trouve que les rites maçonniques, c'est à peu près ça. Tout à fait. David ? Oui, il y a un esprit en fait dans les rites qui reste le même en fonction des différents rites, que l'on soit au rite français, au rite écossais, au rite de Memphis-Mizraïm. L'esprit reste le même, le déroulé reste plus ou moins le même. Après, il y a des détails, des décors, des décorations qui vont bouger un petit peu. J'ai un petit peu la manière des tabliers. Le tablier. On a un tablier blanc, qu'on soit apprenti, compagnon ou maître, parce que les maîtres ont aussi un tablier blanc, sauf que le tablier blanc est entouré de couleurs, et c'est cette couleur, cette décoration du tablier est là pour démontrer qu'on est maître, qu'on se maîtrise et qu'on appartient à un rite particulier. On va revenir un petit peu en arrière et vous allez essayer de nous expliquer un peu d'où vient ce rite de Memphis-Mizraïm. On sent bien qu'il y a deux rites qui ont fusionné, ou en tout cas qui ont travaillé ensemble à un moment donné. Mais au départ, c'était beaucoup plus compliqué que ça, je crois. Alors au départ, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les rites maçonniques, donc, tels qu'on les connaît aujourd'hui, datent pour la très grande majorité d'entre eux du XVIIIe, du XIXe siècle. L'égyptomanie, d'où viennent ces rites maçonniques, eux aussi datent du XVIIIe siècle, du début du XVIIIe siècle, voire même un petit peu avant pour certains d'entre eux, de certains textes du moins, puisqu'on va retrouver dans l'esprit du rite l'école platonicienne de Constantinople, l'académie néo-platonicienne de Florence, donc 14e, 15e siècle, et surtout la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Donc Hermès Trismégiste, le grand alchimiste. Voilà, tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas, et réciproquement, ce qui permet de dire à peu près tout et son contraire, en ayant l'air très intelligent. Comme beaucoup de symboles. Exactement, je vous laisse poursuivre. L'ouvrage principal, vraiment, qui sera à la base de l'égyptomanie du XVIIIe, du XIXe siècle, c'est un roman de l'abbé Terrasson qui date exactement de 1731 et qui s'appelle Sétos. Et ce Sétos a en fait quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on verra dans un ouvrage une description d'initiation. Bon, pas initiation maçonnique, puisqu'on n'est pas encore sur des initiations maçonniques, mais quasiment une initiation maçonnique. Et on va parler aussi dans cet ouvrage des terres du Nil, qui sera le lieu d'origine de ce qui sera par la suite la franc-maçonnerie. Alors cette histoire, elle est fantasmée ou elle est tirée de textes historiques ou d'éléments historiques? Il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de fantasmes sur un Orient idéalisé.
on ne fait pas encore à l'époque, je pense, le distinguo vraiment complet entre l'Égypte, le Moyen-Orient, la Libye. Ça reste quelque chose d'assez vague. On a un abbé qui nous raconte une très belle histoire, et à partir de là, il va se créer des choses. Il va se créer des choses, c'est qu'on va commencer un petit peu à s'intéresser à cette histoire, et la maçonnerie arrivant aussi en parallèle, on va commencer à créer des rites maçonniques qui sont justement basés sur cet Orient idéalisé. Mais moi, je voudrais ajouter que ça n'est pas tombé sur une terre aride. L'égyptomanie au XVIIIe siècle, XIXe siècle, c'est aussi lié aux campagnes d'Égypte de Bonaparte et de tout ce qui s'est passé, les savants qu'il avait amenés, comment on a décrypté un certain nombre de choses. Champollion, si je me trompe pas, on est dans les bonnes dates. Et puis le voyage de David Roberts Langley qui a fait des aquarelles magnifiques qui montrent comme des photos les temples. Donc l'égyptomanie liée à la campagne d'Égypte était vraiment le terreau fertile sur lequel tout ça s'est développé. C'est une mini-série de 10 épisodes qu'il nous a transmise et dont nous allons envoyer incessamment sous peu dès que j'aurai appuyé sur le bouton adéquat. Donc c'est saison 1, numéro 1. Saison 1, épisode 1. Épisode 1, nous n'irons plus au bois. Elle pratiquait, elle a 1624. Monseigneur Gilles, évêque envoyé par le pape, arrive sur Paris. Il souhaite réunir les instances religieuses du moment, les villes de la région parisienne. Oula, sœur Marie-Françoise, la bien nommée. Fais-moi quérir d'urgence l'abbé Patrick. J'ai des nouvelles du Saint-Père de la plus haute importance. C'est-à-dire que Patrick était actuellement indisponible, puis je lui laisse un message. Où diantre peut-il être? Il est au bois d'Insel, une histoire de footing matinal, je crois. Qu'à cela ne tienne, fais-moi mander Père Benamou. Il fera aussi bien l'affaire, bien que son latin laisse à désirer, je dois dire. Il est lui aussi au bois d'Insel, une question d'herbier, si je me souviens bien. Bien, alors, Père Jean-Laurent, il doit être en cuisine. Bois d'Insel pour les champignons. Père Daniel. Bois d'Insel. Père Raymond. Bois d'Insel. Père Jean-François, alors. Bois d'Insel. Père Noël. Discours entre le 24 et le 25 décembre. Père Collateur. Bois d'Insel. Bon. Allez donc me trouver le jeune moine breton Yann. Ah, lui, il a passé la nuit au Queen, il n'est pas encore debout. Monseigneur Gilles, assez remonté de ne pas trouver ses poteaux à leur poste, demande une entrevue avec le roi, histoire de savoir ce qui se passe dans le bois de Vincennes. Mon bon roi, j'ai comme des inquiétudes sur ce qui pourrait se passer dans le bois de Vincennes actuellement. L'intégralité de mon équipe s'y rend très fréquemment. Je ne sais quoi penser. Monseigneur Gilles, je comprends avec aisance votre requête et je dois dire que moi-même, je suis très préoccupé par le bois de Vincennes ces derniers temps. Madame de Montespan me rapporte que les ouvriers devant se rendre sur la construction de mon nouveau château à Versailles y passent beaucoup de temps eux aussi. Peut-être devrions-nous, sire, nous y rendre afin de constater les raisons de cette concentration soudaine. Très bonne idée, Gilles. Disons demain matin en tenue pour un petit footing. Je vous préviens, depuis la dernière fois, j'ai fait des progrès. En plus, je me suis acheté une Fitbit. Je vois mes perfs augmenter jour après jour. J'ai une patate, moi, en ce moment. Ni une d'ailleurs. Gilles et le roi sont au petit matin à l'orée du bois. Bon, mon Gilou, on commence calmos. 2 km à petite foulée, puis on augmente progressivement sur 1 km. Et on finit sur 2 km au pas de course. Ok, sire, mais je tiens à vous dire que le Saint-Père m'a offert une paire de voleurs d'un écrit. Je vais vous tataner la gueule grave. Oh, c'est qu'il répond, l'effronté, Le dernier arrivé au bosquet de laurier est une poule mouillée. Mais devant les lauriers? Effectivement, à papa, puis vont où les loulous? Moi, je suis le roi de France, je vais où je veux, madame, Ah, oui, c'est ça, et moi, je suis Bonnie Tyler. On balance la caillasse si on veut rentrer. Sinon, on passe son chemin. Pas de voyeur dans mon bois, Steve. Sire, je pense que le seul moyen de comprendre ce qui se passe derrière ce mur de laurier, c'est encore de payer. Très bien, alors payez, mon cher Gilles. J'ai oublié ma bourse au palais, je vous rembourserai plus tard. Ouais, c'est toujours pareil avec lui. Bon, je vous dois combien? Effectivement, pour toi, le million sera demi-tarif, ce qui nous fait 50 piastres. Diantre, ce n'est pas donné. Attention, messieurs, ici c'est du premium quality, la grande classe américaine, all inclusive. Alors, bon séjour dans notre établissement. Le roi et Gilles, là, furent stupéfaits de voir toute la place de Paris dans de petits bosquets en charmante compagnie. Mais père Patrick, que faites-vous donc? Et dans cette position qui plus est? Père Angousta, monseigneur. Ah oui, effectivement, c'est étroit, Mais si, allons, ça va bien. Constate, je constate. Je serai vous, je regardais par là, car je crois reconnaître votre maître d'œuvre avec certains ouvriers. Mais c'est donc bien vrai. Messieurs, un peu de tenue, s'il vous plaît. Vous représentez le royaume de France actuellement. Lâchez donc cette jeune femme. Non, moi, si Roubel, tout. Qu'importe, c'est un véritable bordel dans ce bois. Non, sire, le mot bordel n'est pas encore inventé. C'est un dérivé du mot borda qui signifie planche. Père Patrick, ce n'est pas le moment. Et lâchez donc ceci lorsque vous me parlez, c'est gênant. Sire, il faut faire quelque chose. Oui, vous avez raison, Gilles.
Moi, roi de France, je décrète que dès demain matin, les lauriers de ce bois seront coupés afin de ne plus y cacher des activités répréhensibles. Vive la République, vive la France. Ah oui. C'était un peu en trop, ça, non? Oui, un peu, sire. Et c'est depuis cette époque que l'on chante la célèbre chanson « Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés ». Voilà la petite histoire. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. La belle que voilà ira les ramasser. Entrez dans la danse, voyez comme on danse. Sautez, dansez. Embrassez qui vous voudrez. Merci Mitch pour ce premier épisode de la saison 1 de Mitch, les petites histoires. Eh bien, on attend avec impatience la suite. Et je crois qu'elle est déjà enregistrée et bientôt programmée donc dans notre prochaine émission. Donc Jean-Jacques devait être avec nous ce soir, il n'a pas pu, donc il nous explique en 5 minutes ce que c'est et surtout ce que je lui ai demandé. Moi, je trouvais ça très important, c'est pourquoi ce rite avait un tel aura sulfureux comme on l'entend dans nos obédiences. Voilà. Il y a très peu d'obédiences égyptiennes mixtes reconnues, si j'ose employer le terme, de pure player. En effet, aujourd'hui, à ma connaissance, nous sommes que 3 puissances maçonniques reconnues, notamment par le Grand Orient de France, et la Grande Loge Mixte de Memphis-Misraïm est la plus ancienne mixte. Donc, pour autant, nos frères et nos sœurs des autres obédiences travaillent de la même façon que nous, dans la même philosophie, et d'ailleurs nous avons des liens pour certains suivis, des liens fraternels, et à titre personnel, j'espère que non seulement ils perdureront, mais qu'ils évolueront. Parce que s'il n'y a pas de partage, eh bien, il n'y a pas de maçonnerie, que ce soit dans le rite égyptien comme dans tous les rites. Est-ce que si quelques profanes a envie de venir vous rencontrer, est-ce que vous êtes présent partout en France? Comment ça se passe? Comment ça se passe pour aller frapper à la porte du temple chez vous? Alors nous sommes, il faut faire preuve d'humilité, nous sommes une petite structure et comme nos amis, nous ne sommes pas présents partout en métropole. Nous avons des ateliers effectivement en métropole dans certaines régions. Nous sommes plus implantés que dans d'autres régions, mais également dans l'océan Indien, en Guyane, Guadeloupe, Martinique. Alors c'est pas toujours simple, on a énormément de demandes, mais comme nous ne sommes pas présents partout, il arrive très régulièrement eh bien, que nous orientons donc ces profanes vers des structures amies. Pour l'instant, eh bien, c'est comme ça. Alors qu'elles le sachent, quand des profanes frappent chez elles, c'est parfois en ayant frappé d'abord chez nous. Alors, ce qui est important de dire aujourd'hui, parce qu'on entend beaucoup parler des deux échelles au rite de Memphis-Misraïm, l'échelle en 95 et l'échelle en 33, quelle est la différence? Moi, je voudrais surtout parler de partage et de fraternité, puisqu'il y a des frères et des sœurs de cœur dans tous les rites, dans toutes les obédiences, qu'elles soient microscopiques ou de taille industrielle. Et ça, il faut le souligner. Et si nous avons fait le choix de pratiquer cette maçonnerie en 33 degrés, c'est surtout dans les degrés au-delà du 3e. Et pour ce qui concerne les ateliers bleus, eh bien, nous nous retrouvons tous dans un partage fraternel et spirituel qui fait la richesse aussi des rites égyptiens. Et quel est votre place dans le paysage maçonnique? Alors, notre place dans le paysage maçonnique français est très claire. Il y a très peu d'obédiences égyptiennes mixtes reconnues, si j'ose employer le terme, de pure player. En effet, aujourd'hui, à ma connaissance, nous sommes que 3 puissances maçonniques reconnues, notamment par le Grand Orient de France, et la Grande Loge Mixte de Memphis-Misraïm est la plus ancienne mixte.
Donc, pour autant, nos frères et nos sœurs des autres obédiences travaillent de la même façon que nous, dans la même philosophie, et d'ailleurs nous avons des liens pour certains suivis, des liens fraternels, et à titre personnel, j'espère que non seulement ils perdureront, mais qu'ils évolueront. Parce que s'il n'y a pas de partage, eh bien, il n'y a pas de maçonnerie, que ce soit dans le rite égyptien comme dans tous les rites. Est-ce que si quelques profanes a envie de venir vous rencontrer, est-ce que vous êtes présent partout en France? Comment ça se passe? Comment ça se passe pour aller frapper à la porte du temple chez vous? Alors nous sommes, il faut faire preuve d'humilité, nous sommes une petite structure et comme nos amis, nous ne sommes pas présents partout en métropole. Nous avons des ateliers effectivement en métropole dans certaines régions. Nous sommes plus implantés que dans d'autres régions, mais également dans l'océan Indien, en Guyane, Guadeloupe, Martinique. Alors c'est pas toujours simple, on a énormément de demandes, mais comme nous ne sommes pas présents partout, il arrive très régulièrement eh bien, que nous orientons donc ces profanes vers des structures amies. Pour l'instant, eh bien, c'est comme ça. Alors, à une certaine époque, il y avait ce qu'on appelle des hiérophantes, ou la grande hiérophanie, entre parenthèses, ça existe toujours, il suffit d'aller sur Internet et on peut trouver la grande hiérophanie, mais je ne commenterai pas. À partir du moment où il n'y a pas de démocratie, on s'oriente vers une dérive sectaire. C'est aussi simple que ça. La plupart des obédiences égyptiennes aujourd'hui, qu'elles travaillent sur l'échelle en 95 degrés ou en 33, la plupart a rejeté cette organisation, heureusement d'ailleurs. C'est-à-dire dérive sectaire, ça veut dire... Eh bien, ça veut dire que un homme ou une femme, une sœur ou un frère, était conservateur du rite et ad vitam, et qu'à partir de là, il n'y avait pas nécessairement de réelle transmission. Et donc, par voie de conséquence, il pouvait y avoir des dérives. Et beaucoup ont connu ce type de dérive et sont partis, et de là sont nés énormément de problèmes de scission, toujours pour l'illusion du pouvoir, comme je le dis régulièrement. Cette illusion du pouvoir qui a jeté le discrédit non pas sur la maçonnerie, encore que, mais sur la maçonnerie égyptienne. Donc beaucoup, aujourd'hui, et encore une fois je le dis haut et fort, des frères et des sœurs, peu importe qu'ils travaillent sur cette échelle, comme je l'indiquais en 95 ou en 33, rejettent cette hiérophanie, rejettent ces nominations à vie, et ne sont là que pour servir les sœurs et les frères et les accompagner sur leur chemin initiatique. Et quand je parlais de partage tout à l'heure, c'est sur cette philosophie que nous nous retrouvons tous, et encore peu importe le choix que nous avons fait de cette échelle de grade. Donc vous ne conseillez pas d'aller acheter mon passeport sur Google, c'est ça? Ah, je vous le déconseille, ma sœur. Cela dit, il est très joli. Voilà, si vous voulez avoir un petit souvenir. Enfin, je doute que vous puissiez visiter toutes les obédiences avec. Maintenant, chacun est maître de son destin. Et alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir Fanny avec nous. Et Fanny, je crois que vous aviez une question à poser. Et en fait, vous souhaitiez... bon, l'histoire, c'est bien, mais vous êtes dit, mais finalement, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qu'il y a dans les rites et qu'est-ce qu'il y a d'égyptien dans ces rites, finalement. C'est ça, hein? Voilà, exactement, parce qu'on parle beaucoup d'Égypte depuis tout à l'heure, mais en fait, on n'en parle pas tant que ça. Et du coup, j'aurais été curieuse de savoir, dans la mesure du possible, quels sont les symboles ou les choses qui sont vraiment inspirées de l'Égypte dans tout ça, et jusqu'à quel point. Est-ce que vous aviez des exemples que vous pouviez nous donner? Alors, qui est-ce qui veut répondre? Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans, je sais pas, un degré du rite et dire oui. voilà un exemple de oui, symbole, parce que tout est déjà publié. Oui, bien sûr. Il y a pas le secret, c'est ce qu'on vit en maçonnerie. Hein. Ouais. Je disais tout à l'heure que lorsque, pour la Grande Loge féminine de France, j'ai transcrit tous les textes de rituels au féminin, puisque c'est la règle à la Grande Loge féminine de France, tous nos rituels sont
au féminin. Je suis descendue un peu loin dans les textes et par exemple, dans le rituel d'initiation, je ne dévoile rien d'extraordinaire, il y a un certain nombre de phrases qui sont très belles et je me demandais d'où ça venait. En particulier quand je suis tombée sur une phrase que je trouvais bizarrement construite qui était je suis là avec sur ma main mon cœur de ma mère. Je trouvais que c'était pas français du tout cette affaire-là. Et en creusant et en discutant avec un ami qui connaissait un peu l'égyptologie, il m'a dit mais cette phrase surtout n'y touche pas, n'essaie pas de la mettre en bon français. On aurait dit le cœur de ma mère ou voilà, mon cœur. Voici ma paume et sur ma paume mon cœur de ma mère. Enfin, je trouvais que la construction grammaticale me posait problème. Et il m'a dit ça, c'est extrait directement de la confession négative du livre des morts. C'est-à-dire que dans le livre des morts, l'âme qui appelle à revenir au jour passe devant un grand tribunal des dieux égyptiens et dit je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela, j'ai pas volé de l'eau, j'ai pas volé du bois, je n'ai pas. Et à travers cette confession négative de toutes les choses mauvaises qu'il n'a pas faites, il en arrive à dire je suis pur. Et toute cette séquence-là se retrouve intégralement dans le rituel. Et il y a plusieurs moments comme ça du rituel où on retrouve des éléments qui ont été empruntés lorsqu'ils ont rédigé les 3 premiers degrés. Ils ont récupéré des morceaux de phrases qui étaient dans les textes anciens. Donc je cite celui-là qui fait partie de ce qu'on appelle le livre des morts, mais qui s'appelle, je crois, le livre du retour à la lumière. Mais il y a aussi des choses qui sont dans le livre des papyrus, le livre des sarcophages, etc. Donc des documents authentiques de l'époque que les rédacteurs du rituel du 19e siècle ont emprunté pour enrichir leur rituel. La cérémonie d'initiation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la même trame, quel que soit le rite. Ce qui change, c'est le fil qu'on tisse. Et dans ce rite-là, le fil qu'on tisse sur cette trame de base est très souvent emprunté à des phrases des textes égyptiens. Ça répond à votre question, Fanny, tout à fait. À des phrases ou à des termes. Oui. Si on a parlé tout à l'heure de la construction de l'espace, de notre espace sacré, qui est purement symbolique, qui est purement virtuel. Donc au rite écossais, dans tous les rites on a ça, et dans notre rite maintenant, rite primitif de Memphis-Misraïm, on le construit autour du naos, donc qui est un terme utilisé en égyptologie avec toute cette symbolique du sacré autour de cet endroit très particulier que nous approprions, nous, avec notre façon de faire. Donc ça nous oblige à nous cultiver beaucoup sur les textes anciens. Je sais que j'ai trouvé dans un autre rituel où on parlait du chant des roseaux et des glorifiés. Et le chant des roseaux, j'ai cherché jusqu'à ce que je trouve que c'était le lieu idéal dans le delta du Nil qui est très riche, où viennent vivre les défunts dans cette phase de vie après la vie. Et donc c'est une terre très riche où ces morts qui ont été ramenés au jour grâce à ces cérémonies vivent pour toute l'éternité, donc ce sont les glorifiés. Mais chaque fois qu'on trouve ces termes-là dans le rituel, pour nous qui ne sommes pas égyptologues et qui n'avons pas une connaissance très pointue des textes égyptiens, ça nous oblige à revenir aux textes. Ce sont les sources. C'est à côté quand même. C'est à côté. Ceux qui ont écrit les rituels ont carrément emprunté. Donc on est obligé de refaire le chemin pour aller voir ce qu'ils sont allés chercher et ce que ça a apporté au rite. Et pour nous qui avons pratiqué d'autres rites avant de créer cette loge dont nous allons parler tout à l'heure, nous voyons bien que dans les rites que nous avons pratiqués précédemment, on pouvait dire une chose ou une autre. Et là, la même notion est dite,
mais à travers des mots et des phrases extrêmement poétiques qui sont directement empruntés au texte ancien. Ai-je bien répondu ? Merci. Et Fanny ne dit rien, mais fait le signe qui veut dire vous avez parfaitement répondu. Une petite anecdote éventuellement, David. Concernant, puisque les tabliers au rite ancien primitif du Memphis Mizraïm sont une bordure bleue avec un tout petit filet Parme, pour une double raison. La première raison, qui est une raison politique, une raison symbolique. Je vais commencer par la raison symbolique. Le Parme, en fait, ou le violet, c'est la réunion de deux couleurs, le rouge et le bleu. C'est en fait le bleu du ciel et le rouge de la terre qui se réunissent pour former le Parme. Et enfin, ce violet. Jusque là, tout va bien. Oui. Le Nil bleu et le Nil rouge aussi. Oui, aussi. Et la raison politique, c'est que c'est aussi un symbole napoléonien. Le roi de Rome, donc Napoléon II, était le fils de Napoléon, l'empereur, et de Marie-Louise. Et il se trouve que Marie-Louise était duchesse de Parme. Donc quand les proscrits en 1800... sous la Restauration vont commencer. Enfin, ce sont des anciens des armées napoléoniennes. Donc la couleur va venir tout à fait naturellement. Marie-Louise étant duchesse de Parme, son fils l'Aiglon étant futur duc de Parme, étant donné qu'il ne pouvait plus pouvait être empereur. Donc cette couleur était tout à fait naturelle. Voilà, les violettes de Parme. Les violettes de Parme. Alors on va revenir un petit peu sur l'histoire donc du rite de Memphis Mizraïm. David, alors on en était resté où? Alors moi j'en étais resté aux trois frères. Alors les trois frères Bédaride pour le rite de Mizraïm, Marconis de Nègre pour le rite de Memphis. Et l'association des deux. L'association des deux, qui sous Garibaldi prendra le nom de rite ancien et primitif de Memphis Mizraïm, et surtout la création en France, enfin la création en Espagne du rite national espagnol, de la Grande Loge symbolique espagnole, qui en fait est le rite de Memphis Mizraïm, et qui, en 1901, au moment où l'arc-en-ciel, la dernière loge de Mizraïm, fermera ses portes, va ouvrir une loge de haut grade qui est au rite ancien et primitif de Memphis Mizraïm, qui s'appellera Humanidad. Et c'est la première loge, finalement, du rite ancien et primitif de Memphis Mizraïm qui va rouvrir ses portes en France. Il faudra attendre 1906 pour qu'une loge symbolique arrive. Et tout ça sous la présidence ou la grande maîtrise symbolique d'un certain Gérard Ancos, Papus. Papus, martiniste, Rose-Croix kabbalistique, etc. Ça fait beaucoup sur la carte de visite. Un grand occultiste, un grand... vraiment une grande personne de tout cet ésotérisme, un grand penseur, et surtout c'est grâce à lui que le rite ancien et primitif de Memphis Mizraïm reverra le jour en France de 1901 jusqu'à la guerre, puisqu'au moment de la guerre, les loges, donc en 1914, à partir de 1914, les loges vont commencer à se mettre en sommeil les unes après les autres. Il va y avoir quelques essais pour revenir sur la thématique des loges féminines, de loges d'adoption, telles qu'elles étaient au XVIIIe siècle, donc une loge souchée sur une loge masculine, avec une particularité, à savoir que les sœurs, à l'époque, devaient faire un apprentissage d'1 an avant d'être initiées, pour être sûr qu'elles pouvaient rejoindre ces loges d'adoption. On ne parle même pas de loge maçonnique, mais de loge d'adoption. Ça donne des idées. Mais ça ne fonctionnera pas. Ça me démange, Philippe. En travaillant à la Grande Loge féminine de France, obédience strictement féminine, comme le rappelle Marie-Françoise, parfois même un peu féministe, voire beaucoup. Cette obédience était historiquement très liée au combat des femmes, à leur souhait d'indépendance, à leur revendication initiatique à l'égal de celle des hommes. Je me suis demandé comment je pouvais me concilier avec ce rite égyptien dans lequel j'ai été entraînée, puisque Égypte, arabe, et ben voilà, depuis la fin des printemps arabes 2010, l'Égypte est pointée du doigt pour son non-respect du droit des femmes, quotidiennement bafouée avec des harcèlements, des agressions, des discriminations, et puis tous les clichés qui circulent sur les femmes arabes, voilées, soumises, restant à la maison, élevant les enfants et faisant à manger.
J'avais beau me dire que je travaillais à l'élévation spirituelle adogmatique, c'est quand même difficile d'être schizophrène et d'occulter complètement cet aspect. Et là, je me suis souvenu des beaux yeux de Liz Taylor, de ses bijoux bling-bling, de son décolleté hollywoodien faramineux. Et Liz Taylor, bien sûr, vous savez, c'est Cléopâtre. Et à partir de là, je peux remonter tout le fil de la lignée des reines d'Égypte. La première, c'est Hatshepsut, 1500 avant Jésus-Christ, qui a d'abord été régente puis reine, couronnée. Puis après, il y a eu Cléopâtre. Et les archéologues, et là je souligne le travail d'une grande égyptologue qui est Christine Desroches-Noblecourt, ont montré que dans l'Égypte antique, de nombreuses femmes exerçaient des postes de pouvoir et gouvernaient les puissants comme les hommes. On les appelait les reines du Nil, Marie-Françoise. Il y avait Ankmès Pépi, et puis il y avait toute une lignée des reines noires de Méroé, les reines du Nil. Et puis Christiane Desroches-Noblecourt, elle explique que les femmes de l'Égypte, donc pré-hellénique, elles pouvaient être mères ou non, mais elles avaient une capacité juridique à part entière, elles étaient l'égale des hommes, au regard de la loi en tout cas. Elles pouvaient avoir une indépendance financière, gérer leurs biens, elles pouvaient divorcer, elles pouvaient intenter des procès, elles pouvaient gagner, récupérer leurs sous, et surtout elles avaient une expression publique possible, ce qu'on n'avait pas forcément chez nous. Petit détail, en se mariant, les femmes égyptiennes gardaient leur nom et puis ajoutaient éventuellement épouse d'eux. Donc moi, je me suis imaginé m'appelant Marie-Pascale Schuller, épouse Ramsès. Mais non, ça va pas. Je garde mon mari. Et puis, évidemment, je parle de médecine parce que c'est ma passion, c'est mon autre passion. Dans l'Égypte antique, il y avait beaucoup de médecins hommes, mais on a beaucoup retrouvé de traces de femmes médecins. À la tête d'écoles de médecine aussi. Alors, c'est pas évident de savoir si c'était des sages-femmes ou des médecins, mais il semble, elles sont appelées médecins en tant que telles. Donc, il y a une première femme médecin qui était Mérite Ptat. Il y a une deuxième femme qui s'appelait Péchéchet, qui était apparemment une femme qui était intitulée superviseur des femmes médecins. Et puis dans les textes, on lit ce que nous dit le grand Hérodote, donc historien grec. Quand il a été en Égypte, il raconte qu'il a été drôlement surpris par l'émancipation des femmes égyptiennes et leur aptitude et leur place dans les postes importants. Et après l'Égypte antique, donc on trouve dans le Moyen-Âge, vers 1250, la trace d'une sultane qui s'appelle Chagarat ed-Dour, qui régna sur l'Égypte, visiblement avec un aura extrêmement important dans tout le pourtour de la Méditerranée. Il est même dit qu'elle a fait prisonnier Louis IX, lors d'une des guerres de croisade. On raconte beaucoup de choses, donc c'est difficile de faire la part entre le mythe et la réalité. Et puis actuellement, j'ai découvert qu'au début du XXe siècle, les Égyptiennes ont participé activement au mouvement général d'émancipation des femmes occidentales, comme les femmes occidentales, avec une union féminine égyptienne menée avec une coalition de féministes et une femme qui laisse trace dans l'histoire égyptienne, qui s'appelle Oda Hanem Sharawi. Cette femme, donc née 1880, mariée à 13 ans, elle a été sensibilisée politiquement très tôt à l'égalité des hommes et des femmes. Elle a créé, quand elle avait une trentaine d'années, la Société des femmes nouvelles pour favoriser l'alphabétisation des femmes et l'enseignement de l'hygiène. C'est devenu plus tard l'Union féminine égyptienne pour défendre le droit des femmes. Ce qui est très différent de ce féminisme égyptien par rapport à celui qu'on connaît, c'est qu'en même temps, ces femmes luttaient pour l'indépendance de l'Égypte. Donc elles avaient d'autres revendications que les nôtres. Et puis, donc, l'aspect politique de cette femme, autre très grande femme égyptienne, c'est Kalsoum, donc qui elle est née aux alentours de 1900. Donc on raconte qu'elle est née dans un village paysan du delta du Nil, d'une famille complètement illettrée. Son père était imam. Et Kalsoum, elle avait des prédispositions de voix. Visiblement, elle chantait très jeune, très très bien.
Et elle avait des prédispositions de caractère, un petit caractère bien trempé. On raconte, elle, c'est pas on, c'est elle raconte a posteriori que quand elle avait 7 ans et qu'on voulait l'emmener dans les cérémonies religieuses, elle avait trouvé une contrepartie, c'est-à-dire qu'elle acceptait d'y aller uniquement si on lui donnait des bonbons à la fleur d'oranger, qui étaient ce qu'elle préférait, des bonbons et des pâtisseries. Elle décide d'en faire sa vie. Elle arrive au Caire en 1923 et son père lui avait recommandé de venir déguisé en garçon parce que c'était quand même plus sûr dans les rues du Caire pour s'éviter les ennuis. Et ça m'a délicieusement rappelé ma chère Madeleine Pelletier, donc femme féministe française, première femme reçue à l'internat des hôpitaux psychiatriques, qui pour se balader toute seule dans Paris s'habillait en homme. Et pour faire ses gardes de médecine, donc était habillée en homme la nuit avec son pistolet. Donc pour revenir à Kulthum, elle fait la même chose, elle s'habille en homme. Elle a beaucoup enregistré à la radio égyptienne. Et cette femme de caractère a négocié son contrat et faisant inclure une clause exigeant qu'elle soit la mieux payée de toutes les chanteuses de la radio parce que c'était la meilleure. C'est une femme qui a eu un talent extraordinaire, qui est devenue une icône tant pour la qualité de sa voix que de ses textes, que de son engagement politique, que de son engagement féministe. Elle a lutté contre l'opposition britannique à sa façon. Elle a soutenu Nasser et elle a eu beaucoup d'engagement après. Donc une grande dame qui fait honneur à son pays. Et une petite dernière, parce que je peux pas m'empêcher, c'est une médecin. C'est une femme psychiatre égyptienne, donc un peu plus tard, 1930, avec un engagement féministe très important aussi. Elle s'est opposée à Anwar el-Sadat, elle s'est opposée aux discriminations contre les femmes, contre l'intégrisme religieux, contre les brutalités policières. Elle a beaucoup publié contre ça, elle a fait à plusieurs reprises de la prison. Là aussi, c'est une femme qui a eu le courage de le faire. Donc juste pour rappel, l'Égypte a donné le droit de vote aux femmes en 1955, donc juste 10 ans après la France, et bien avant le dernier canton suisse qui a donné le droit de vote en 1991, c'était le canton d'Appenzell. Et bien après la Turquie quand même. Et bien après la Turquie, tout à fait. Et voilà, puis maintenant il y a aussi des féministes qui prennent Comment s'appelle cette position. Femme psychiatre égyptienne? Alors, Nawal el-Saadawi. J'ai lu ses œuvres. Et donc, je disais, me voilà rassurée. J'ai des modèles féminins d'identification en Égypte qui me permettent de m'investir encore plus dans la pratique de ce rite, même s'il est très spirituel, même s'il n'est pas complètement égyptien, et même s'il n'y a pas de franc-maçonnerie en Égypte, mais je suis rassurée. Alors, moi, si vous voulez, chère Marie-Françoise, ma très chère Marie-Françoise, mes très chers auditeurs, j'ai reçu un courrier d'un jeune homme qui s'appelle Michael B. à Marseille, et il nous écrit récemment pour nous poser la question suivante. Ben oui, tu le connais, Michael. Il me dit, mais comment sont donc créés les noms des obédiences maçonniques ? Alors Michael a raison de nous poser la question, plus personne ne s'y retrouve et on en perd son latin, tout devient si compliqué. Les obédiences ont des noms tellement alambiqués qu'on utilise leur acronyme, qui, il faut bien avouer, sont souvent imprononçables. Glam, Glif, Guatar, Gluf, Glbu. Bon, alors d'où viennent ces noms ? Alors bien sûr, pour répondre à cette question, l'histoire est précieuse, merci David, et les travaux des historiens, merci David, que nous invitons, merci David. D'ailleurs, souvent ici à Radio Delta, l'histoire est précieuse et les travaux des historiens nous éclairent, mais sans vouloir leur voler la vedette, il faut avouer ici à Michael B. de Marseille et à nos auditeurs avides de connaissances que la vérité est bien entendu ailleurs. Alors pour découvrir comment naissent les noms des obédiences, je suis donc parti cet été enquêter en Écosse. En Écosse ? Ben ah oui. ben ça alors, ben c'est la raison pour laquelle nous ne vous avions pas entendu à Radio Delta depuis un bon moment. Eh bien oui, Marie-Françoise, en Écosse. Et pourquoi en Écosse ? Parce que c'est là que serait née la franc-maçonnerie préhistorique, mère de toutes les francs-maçonneries existantes à la surface du globe. Plus précisément, c'est d'un petit village du nord de l'Écosse,
qu'est parti cet incroyable mouvement que l'on appelle l'écosysme. Alors je suis formel et toutes mes investigations convergent vers ce village dont j'ai promis malheureusement pour nos auditeurs de ne pas révéler le nom. Alors là, je croyais découvrir les vestiges d'une loge écossaise proto-historique où seul Roger Dachet avait le droit de pénétrer. Encore, fallait-il qu'il soit revêtu du kilt conforme à la tradition? Eh bien non. Ici, point de loge, point de vestiges, point de traces inscrites dans la pierre des vieilles ruines délavées. Non, rien de tout ça. Mais un pub, au fond duquel un vieux sage était assis. Un vieux sage entre Léo Ferré et le père Fouras du Fort Boyard. Vous voyez, un peu un vieux sage au kilt usé. Devant lui, une pinte de bière, un téléphone portable et une drôle de machine ressemblant à une vieille calculette. Après les présentations d'usage qui m'ont permis d'utiliser les quelques mots d'écossais appris dans le guide du voyageur maçonnique, le vieux, bon, appelons-le le frère Fouras, hein, donc le vieux, car vous comprendrez qu'il veuille rester anonyme, le père Fouras, donc, Mac Fouras, m'invite à m'asseoir en face de lui et me dit: je sais pourquoi tu es là, mon frère, et je vais te dévoiler, pour que tu le rapportes aux auditeurs de Radio Delta, comment naissent les noms des obédiences maçonniques. Tu vois cette machine, ajouta-t-il, en désignant la vieille calculette, c'est la gnose, la génératrice du nom des obédiences. Son utilisation est très simple. Il me suffit de placer le curseur sur langue française, d'entrer 4 chiffres de 0 à 20, d'actionner le petit levier, tu vois le petit levier qui est là, à gauche, de gauche à droite, et hop, la gnose me recrache 4 mots que j'assemble avec une petite sauce cosmétique dont j'ai le secret, et qui me donne le nom d'une obédience maçonnique. Alors je lui dis, le nom d'une obédience maçonnique. Eh bien oui, ajouta-t-il, on me téléphone du monde entier. Tu vois, des obédiences se forment tous les jours, et c'est à moi, enfin ou plutôt à la gnose, que revient le privilège de créer le nom de ces nouvelles obédiences. Tiens, regarde, je vais te montrer. Je rentre les chiffres. Alors, je vais rentrer, par exemple, le chiffre 18, 13, 15, 8, et j'actionne le petit levier à gauche, et hop, ça donne Sublime Fraternelle Initiatique de Salomon. Waouh, je lui dis Sublime Fraternité Initiatique de Salomon. Ça, c'est de l'obédience. Je peux essayer, mais je t'en prie, mon frère. Tu rentres les 4 chiffres et tu... Mais... je n'attendis pas les conseils du père Fouras. J'entrais 6, 13, 7, 2. J'actionnais le petit levier à gauche et j'obtiens Grand Orient maçonnique céleste. J'entrais 13, 6, 3, 11 et hop, Noble cercle féminin écossais. Joli. J'entre 20, 11, 0, 17, un coup de levier et hop, Vénérable Constitution nationale. J'entrais... Bon, ça suffit, me dit le père Fouras en me retirant la calculette, tu vas l'user. Une odeur de brûlé attira soudain le vieux dans la cuisine du pub. « Ne bouge pas, me dit-il, en se levant péniblement. Je reviens, je te montrerai comment Irène Magui choisit les titres de ses livres. » Je n'attendis pas le retour du vieux. Je rangeai la calculette dans mon sac et je sortis du pub en courant. Honteux d'avoir volé un pauvre frère confiant, mais fier de pouvoir aujourd'hui vous montrer à vous, Marie-Françoise, à nos invités et aux auditeurs la fameuse calculette écossaise du frère Fouras, la gnose, qui fournit les noms des obédiences d'aujourd'hui et surtout, bien sûr, les noms de celles de demain. Donc je vais donc devant vous, chers auditeurs, et avec le concours de nos invités, imaginer le nom des futures obédiences françaises. Alors, Marie-Françoise, imaginez avec moi que nous ayons à créer ensemble une nouvelle obédience dont bien sûr je serai le grand maître et vous seriez chargé d'en assurer la discipline. Et d'apporter le café. Non alors. Bien sûr, avec une petite tape sur les fesses. Bon alors Marie-Françoise, donnez-moi donc 4 chiffres de 0 à 20. Bon, je sais pas, moi 7, 13, 4, 12. Allez, 4, 13... Non, 7, 13, 4 et 12. L'ordre est très important. Je lance la gnose et ça donne Grandiose Fraternité Indépendante Égyptienne. En plus, c'est égyptien. Pas mal, non ? Pas mal. David, vous voulez essayer, David ? Allons-y, oui. Alors, David, vous voulez, par exemple, créer votre obédience. Bon, jusque-là, tout va bien. Vous me donnez 4 chiffres, je rentre les chiffres dans la gnose et je vais avoir à sortir le nom de votre obédience. Alors, donnez-moi 4 chiffres. Entre 0 et 20, on est bien d'accord, hein ? Donc je peux pas le 69 alors. Non, le 69 n'est pas dans la machine. C'est dans les hauts grades. C'est dans les hauts grades, oui. 9. Alors je rentre 9. 3. 0. Et 13, parce que je suis pas du tout superstitieux. 13.
Oula, ça mouline. Attention, je lis Idéal Alliance Galactique. Oh, joli. Je savais que vous aviez des goûts de grandeur, mon cher David, mais à ce point quand même. Alors à vous, on va essayer avec Yann, parce que Yann, vous êtes jeune, Yann. Oui. Hein, dans quelques années, avec toute votre ambition, vous allez créer votre obédience maçonnique. Je vois sur votre regard que votre obédience sera mixte. Alors, quel est le nom de l'obédience que vous avez choisi ? Donnez-moi 4 chiffres entre 0 et 20. Alors, pour continuer sur la croyance, le 13. Alors, 13. Le 17. Le 8. 8. Et je ne sais pas, le 16. Le 16. Alors, on y va. Noble Orient Mixte International. Bravo, ça c'est de l'obédience. La classe. Ça c'est de l'obédience. Alors vous voyez, vous avez compris, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et la prochaine fois, je vous donnerai la recette pour créer les noms des rites maçonniques et surtout des grades maçonniques. Car là, ce n'est pas une calculette, mais bien un ordinateur qu'il nous faudra pour sortir des noms aussi tordus que grand élu parfait et sublime maçon. Et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous sur mon blog pour découvrir comment fonctionne réellement la gnose et s'amuser avec la machine à fabriquer les noms des obédiences maçonniques. Je vous rappelle l'adresse de mon blog, c'est tout bête, philippebenamou.blogspot.fr. Au revoir Philippe. Depuis la rentrée, Radio Delta a une nouvelle émission. Tout à fait. C'est quoi cette émission ? Alors qu'est-ce que c'est que cette émission en fait c'est une émission de jeunes maçons. C'est bien déjà ça. C'est bien déjà. C'est quoi un jeune maçon ? Un jeune maçon ou une jeune maçonne en fait. Oui, quand même. C'est quelqu'un qui a moins de 35 ans, qui a décidé... Je suis désolé, hein. Excusez-moi. 35 ans, je note. 35, 40 ans, enfin... Ben non, t'es déjà plus dans la prime jeunesse, là. En maçonnerie, si. Et qui a décidé de rentrer en maçonnerie. Et donc, il a décidé aussi de prendre la parole à la radio et d'essayer de transmettre sur les ondes ce pourquoi il est rentré en maçonnerie. Donc on a monté une émission qui s'appelle Les Pierres Brutes. On est déjà à la 2e émission. Alors on a fait une émission 0 qui a été diffusée cet été et une première émission, l'émission 1, qui a été diffusée il y a 2 semaines. Et donc on va diffuser tous les mois, tout à fait.